pour la proximité. Exactement, tout à fait, la proximité, la convivialité. D'ailleurs, vous savez qu'on a été, on s'est vu décerner déjà une récompense pendant cette campagne. Oui, c'est l'annonce du jour. Voilà, donc c'est la fourchette. La fourchette d'or. Fourchette d'or. Très très honoré. Bon, c'est un bon début. On va essayer de continuer à la fois sur ce type de récompense et sur d'autres. Il faudrait même dire que c'est lié à l'ambiance qu'il y a dans le. Voilà, absolument, dans la convivialité, la bonne humeur, et en même temps, quand même, des moments d'échange, puisque c'est le principe de ce type de réunion. Je suis très heureux d'être à nouveau avec Séverine. Donc pour une deuxième venue, je dirais, officielle à Montréal. J'étais déjà venu une fois d'avant, on s'était rencontrés avec Séverine et nous avions donc convenu de faire équipe ensemble pour cette élection. Donc c'est depuis ce départ, il y a eu pas mal d'événements, depuis ce départ en campagne. Je ne vais pas vous raconter toute la route de cette campagne, il suffit que vous regardiez notre site internet. Donc je rappelle, louis-union ou usacanada.com. Vous avez également donc la page Facebook Tous avec Louis. Et puis Séverine aussi a sa page. La page UDI Parti Radical voilà, pour le Canada. Exactement. Et puis, donc, vous savez, depuis quelque temps, nous avons donc eu l'occasion de rencontrer beaucoup de nos compatriotes, de vos compatriotes, à la fois ici au Canada et aux États-Unis, pour, je dirais, échanger et faire part de notre démarche de candidature, pourquoi nous sommes candidats, à quoi sert ce député des Français d'Amérique du Nord, quel est son rôle, pourquoi et quel type de, pourquoi doit-il avoir un profil qui lui permet d'être, de notre point de vue, ces liens naturels avec le député titulaire et le député suppléant, ces liens naturels entre les deux côtés de l'Atlantique, et en même temps pour envoyer un message qui soit un message politiquement assez clair dans une période où notre pays, la France, vue d'ici, mais pas simplement vue d'ici, paraît traverser une période difficile. Et nous souhaitons faire gagner nos idées qui sont celles que nous portons avec Séverine, et qui doivent aujourd'hui retrouver, je dirais, pleinement leur place dans l'échiquier politique français, c'est-à-dire des idées à la fois de rigueur économique, de rigueur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous savez, j'utilise cette formule, je rappelle cette formule de Raymond Barre, qui après les années 1980-81 avait, je crois, bien résumé le besoin de notre pays. Il avait dit qu'il faut que la France cesse de dépenser plus, de travailler moins et d'emprunter la différence. Et finalement, c'est un bon résumé de ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années dans notre pays, où finalement, pour différentes raisons électoralistes ou idéologiques, nous avons malheureusement pris une pente qui n'était pas nécessairement la plus dynamique. Et vous qui êtes ici, qui êtes venus, dont certains ou certaines récemment au Canada, vous savez bien pourquoi vous êtes venus. Et pourquoi, d'une certaine façon, vous avez aussi décidé de traverser l'Atlantique et de prendre un peu de distance avec notre pays. Donc tout ça, c'est ce qui est en cause dans cette élection. Quel type de message peut-on envoyer? Quel est le bon profil pour vous représenter à l'Assemblée nationale? Puisqu'il s'agit bien de ça. Il s'agit, merci de l'avoir rappelé, mais j'en étais déjà largement convaincu, il faut savoir que dans les institutions françaises, le député, depuis la Révolution française, le député est député de la nation française. Il n'est pas député d'un territoire. Il est élu dans un territoire, mais il est député de la nation. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale dans son totalité qui vote les lois, qui détermine un certain nombre d'orientations, qui vote le budget, qui vote les impôts, qui s'empare de tous les sujets principaux consacrés à notre pays, à sa législation, mais il ne faut pas considérer que les députés sont des représentants d'un territoire déterminé. Ils sont issus d'un territoire, ils sont représentatifs de la population de ce territoire, qui donne mandat à un député pour la durée de son mandat. Là, en l'occurrence, c'est la durée écourtée de son mandat, parce qu'il n'y a pas la durée totale du mandat, mais pour donc se faire les représentants, dans le sens américain du terme, représentatifs de cette population,
mais pas uniquement sur des considérations locales. C'est important parce qu'il y a quelques confusions, manifestement, sur le rôle de ce député et qu'est-ce qu'il doit, je dirais, avoir comme mission principale. Et puis, nous avons développé avec Séverine cette complémentarité et cette approche qui nous paraît innovante dans la vie politique française, c'est-à-dire le fait de dire que le député suppléant doit trouver aujourd'hui un rôle officiel, reconnu. Vous savez peut-être que depuis le début de la Ve République, finalement, le député suppléant, son nom apparaît au moment des élections, sur les affiches, sur les professions de foi, sur les bulletins de vote, puis ensuite, éventuellement, il ou elle disparaît, n'est pas nécessairement associé, je dirais, à l'action du député titulaire, et qu'en fait, il ou elle ne siège à l'Assemblée nationale que dans deux hypothèses, le décès du député titulaire et le fait que le député soit nommé au gouvernement. Bon. Alors, dans les autres cas de figure, qui sont quand même la majorité, heureusement, pendant la durée d'un mandat, en fait, le député suppléant n'a pas un rôle institutionnellement reconnu. Et il se trouve qu'il y a 5 ans, j'avais demandé au président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, que ce sujet soit examiné par le bureau de l'Assemblée nationale, que l'on considère vraiment le problème du statut du député suppléant. Et en fait, si vous nous faites l'honneur de nous élire, de nous permettre de défendre ce point de vue à l'Assemblée nationale, nous aurons j'aurai comme première demande au président actuel de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, le fait de dire qu'il faut absolument, pour des circonscriptions comme celle-ci, c'est absolument évident, c'est emblématique, que le député suppléant doit être en situation de représenter officiellement le député titulaire dans toutes les circonstances qui font que le député titulaire, il est à l'Assemblée nationale pour siéger au moment où on lui demande de siéger, de voter des lois, d'être présent en commission, de participer aux travaux parlementaires. Donc c'est pour ça c'est très important, et qu'en plus, dans cette circonscription de l'Amérique du Nord, avec 2 pays aussi considérables et en même temps différents que sont le Canada et les États-Unis, il est évident que dans la répartition des responsabilités et des rôles que nous entendons assumer avec Séverine, nous avons l'idée qu'elle puisse assurer, je dirais, une représentation permanente de la communauté française du Canada, en restant elle-même basée ici. J'entendais dans un programme d'un des postulants à cette élection qu'il entend, même s'il est élu, rester basé dans le sud des États-Unis. Je ne vois pas comment il va faire pour être basé dans le sud des États-Unis et être régulièrement député à l'Assemblée nationale. Pour moi, il y a un problème de compréhension du rôle du député. D'ailleurs, celle qui avait été élue l'année dernière, vous le savez, avait déménagé de New York pour s'installer à Paris. Donc, je veux dire, c'était... On a les élus AFE qui ont leur mandat ici sur place, qui eux vivent ici et qui eux rencontrent auprès des sénateurs des Français de l'étranger. Donc les deux rôles sont très différents entre les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et le député. Et comme Séverine vient de le rappeler fort justement, il y a des sénateurs des Français de l'étranger, 12, et notre proposition également, c'est de demander que les sénateurs, ces 12 sénateurs des Français de l'étranger, soient répartis par circonscription. Il n'y a pas de raison qu'en France métropolitaine, dans chaque département, vous ayez un certain nombre de députés et un certain nombre de sénateurs du même département, et qu'il y ait des députés des Français de l'étranger élus par circonscription, et que les sénateurs des Français de l'étranger ne soient pas eux-mêmes représentatifs d'une circonscription. Ça paraît totalement irrationnel. D'autant plus que je rappelle que le Sénat, dans nos institutions, le Sénat, qu'est-ce qu'il est supposé faire? Supposé représenter les collectivités locales. Manque de chance, il n'y a pas de collectivité locale en dehors du territoire national. Donc les sénateurs des Français de l'étranger représentent qui? En fait, ils représentent les Français de l'étranger à travers les institutions qui est l'AFE. En fait, ils sont les élus AFE. D'ailleurs, ils sont élus eux-mêmes par les élus de l'AFE. Donc la cohérence voudrait qu'il y ait un sénateur des Français d'Amérique du Nord qui s'occupe plus spécialement des sujets qui concernent, je dirais,
la problématique spécifique de ces Français, d'un point de vue, je dirais, catégoriel, d'un point de vue des problématiques qui leur sont propres. Parce que c'est ça le rôle, ce serait ça le rôle normal d'un sénateur des Français de l'étranger. J'en ai vu un qui est venu récemment à New York la semaine dernière. J'étais assisté à sa présentation sur la caisse française CFE. Et en fait, sur le régime de protection sociale, etc., bon, il est venu à New York, mais il n'est pas sénateur réellement suivant les questions des États-Unis ou de l'Amérique du Nord. Donc effectivement, on a besoin d'une spécialisation, et vous avez besoin, si vous le souhaitez, enfin si vous le jugez, je dirais, d'autant plus nécessaire, d'avoir effectivement un renforcement du rôle de ces élus qui représentent les sénateurs des Français de l'étranger. Donc nous sommes dans une approche de complémentarité et de proximité. Prendre en compte un certain nombre de vos préoccupations et en même temps faire en sorte aussi que le message qui soit envoyé à l'Assemblée nationale soit un message parfaitement audible dans une période où notre pays est donc confronté à des difficultés économiques et à des difficultés, je dirais, de compréhension des mécanismes de l'économie globale, de l'économie compétitive. Vous qui êtes ici, et vous le savez mieux quiconque, un pays qui n'arrive pas à se reposer un certain nombre de questions sur son organisation de son temps de travail, pour prendre ce sujet-là parmi d'autres, eh bien c'est qu'il y a encore, je pense, beaucoup d'idéologie et pas suffisamment de pragmatisme dans l'approche de Mais je vais laisser Séverine compléter sur d'autres points, et puis surtout, nous sommes là pour échanger avec vous, parce que, encore une fois, notre campagne, c'est une campagne où, évidemment, on peut répondre à toutes sortes de questions, pourquoi nous sommes candidats, notre profil respectif, notre adéquation avec cette circonscription, qu'est-ce qui a fait qu'aussi nous sommes engagés politiquement à travers l'UDI dans une démarche qui est une démarche très positive de rassemblement, avec de nombreux élus, au-delà même de notre sensibilité politique, qui nous soutiennent, des élus, y compris des grands élus d'Amérique du Nord. Je suis très heureux que nous ayons le soutien des deux doyens des élus AFE des États-Unis et du Canada, Nicole Hirsch pour les États-Unis et Jacques Janson pour le Canada. C'est pour nous un grand signe, je dirais, de soutien et d'encouragement dans une démarche qui n'était pas une démarche totalement, en ce qui me concerne, prédestinée, prévisible. Donc tout ça est je dirais, lié à des circonstances qui ont fait que nombreux sont ceux qui ont, avec Séverine, qui ont souhaité que je me porte candidat et qui font qu'aujourd'hui, cette campagne est une campagne qui reçoit un très large écho tout au long de nos déplacements. Nous sommes aujourd'hui à Montréal avec vous, demain à Ottawa, après-demain à Toronto. Dimanche, pour le débat, nous irons tous les deux au débat entre les 6 principaux candidats donc à New York. Et puis ensuite... Alors, le débat, peut-être juste pour ceux qui veulent suivre le débat en direct, qui va être sur le site de French Morning avec l'accent.com. Et là, à 18h, donc, il y aura la prestation des 6 candidats lors d'un débat sur Internet. Après, vous 18h heure de l'Est, oui. De toute façon, après, il pourra être consulté plus tard pour ceux qui ne peuvent pas le regarder en direct. Eastern Time. C'est une question qui peut apparaître publique. Le suppléant aujourd'hui, donc on a dit qu'il avait fait aucun rôle, aucun rôle législatif, ça va de soi, à moins d'un décès ou d'une nomination. Oui. Est-ce que c'est un grand électeur quand même? Non. Non, c'est non. Alors le suppléant n'est même pas un grand électeur. Non, absolument. Alors qu'il est élu par le peuple. Oui, exactement. Ça aussi, ça pourrait être l'objet d'une modification, parce que bon, ça serait logique que le suppléant soit également un grand électeur. Non mais, merci de faire ce type de proposition, parce qu'effectivement, c'est totalement anachronique le fait d'avoir un statut, qui est un statut qui peut être du jour au lendemain un statut de député à part entière, et le reste du temps qui n'existe pas dans la réalité, etc. Donc, et si vous voulez, c'est une situation qui est très pénalisante, parce que vous ne savez pas
en fonction de vos interlocuteurs, ici des ambassadeurs, par exemple l'ambassadeur de France au Canada ou l'ambassadeur de France aux États-Unis. En France, c'est les préfets qui sont les interlocuteurs habituels des parlementaires. Et vous ne savez pas si on autorisera ou non le député suppléant à assister à une cérémonie et avoir un rang protocolaire ou à participer à une réunion officielle en tant que représentant officiel du député titulaire. Donc c'est vraiment un sujet qui mérite d'être creusé dans toutes ces dimensions. C'est effectivement un des points sur lesquels il va falloir que notre démarche soit non seulement innovante, mais conduise à des évolutions, à des prises en compte de cette dimension. Et quand on dit, par exemple, quand on parle de la question cumul des mandats, quand on parle de la question de l'absentéisme parlementaire, au moins qu'on dise les choses clairement, c'est-à-dire qu'effectivement, si le député titulaire est dans l'hémicycle, il faut qu'il puisse être représenté dans la circonscription par le député suppléant. C'est une évidence. Vous avez aussi un problème de présentéisme parlementaire quand les gens se trompent de bouton, quand il faut voter une loi. Oui, je vois. Ils sont pas s'entraîner. Bon, écoutez, moi en 10 ans, ça ne m'est pas arrivé. Donc bon. Enfin bon, je sais qu'il y a eu quelques erreurs récemment. Donc il y a des gens qui ne sont pas là, il y a des gens qui quand ils sont là, ils ne savent même pas voter pour leurs propres idéaux. Il y a définitivement quelque chose à faire. L'erreur est humaine. Bon, alors c'est à mon tour. Oui. Je vais essayer d'être plus courte. Que moi, oui, d'accord. Donc, bon, moi, ce que j'ai à dire par rapport peut-être à la candidature de l'UDI, je ne sais pas si tout le monde connaît l'UDI ici. L'UDI, c'est un parti nouveau qui a été créé au mois de septembre dernier, qui est un rassemblement de plusieurs partis de courant centriste. Alors, depuis 2002, ce courant centriste a fait partie de l'UMP. Et depuis, on va dire que l'UMP a pris une tendance, une orientation politique un petit peu plus à droite. Il y a tout un courant qui ne se reconnaît plus dans cette politique. Et donc, les partis centristes se sont dissociés de la politique de l'UMP. Et puis, depuis septembre... Enfin, d'une partie de la ligne politique, après les élections. Voilà, parce qu'en fait, il y avait aussi, tu vois, il y avait le nouveau centre, qui était distinct de l'UMP, et le nouveau centre fait partie de l'UDI. Donc il y a eu deux conjonctions. L'Alliance centriste, le Parti libéral, le nouveau centre et le Parti radical dont je suis issue, puisque ça a été la fédération du Parti radical a été créée il y a 2 ans à Montréal. Donc le Parti radical, c'est le plus vieux parti français, qui est un parti centriste, centre-droit. À partir des années 70, d'ailleurs, il s'est un petit peu divisé avec le Parti radical de gauche qui a pris une orientation plus à gauche, et le Parti radical valoisien qui est resté, lui, un parti de centre-droit. Et c'est un parti, c'est le parti humaniste par excellence dans l'histoire de la politique. Et c'était pour la première fois pour moi un parti dans lequel je reconnaissais des valeurs qui me ressemblent. Donc c'était une décision qui a été prise à ce moment-là, lorsque Jean-Louis Borloo a quitté l'UMP. Et Jean-Louis Borloo est donc le président du Parti radical et aujourd'hui le président de l'UDI. Donc candidature UDI, effectivement, lors de l'annulation des élections au mois de février. C'était une évidence qu'il devait y avoir un candidat pour l'UDI. On n'avait pas vraiment de candidat sur la circonscription UDI. C'est vrai que c'est un parti neuf. Les réseaux n'ont pas eu le temps vraiment de se construire. Et Louis a été appelé, a été motivé en disant tu seras un candidat tout à fait crédible pour représenter la Mairie du Nord pour différentes raisons qui ont déjà été évoquées. Et nous, démocratiquement, au sein de la fédération, nous avons fait une élection pour être certain que c'était un candidat qui nous convenait, qu'on voulait soutenir. Et l'élection, le résultat était que oui, on était d'accord, sauf une personne, pour soutenir la candidature de lui. Et ensuite, on a discuté ensemble par téléphone pour l'ensemble. Et puis je crois qu'à ce moment-là, c'est vrai que nos visions se sont pas mal regroupées, surtout en ce qui concerne cette vision du candidat et de la suppléance comme un relais. C'est vrai que c'était une évidence pour nous, donc
rôle de cette suppléance, parce qu'il y a un vrai travail ici quand même qui doit se faire au niveau de la circonscription, une circonscription qui est très vaste et qui doit nous permettre en permanence d'avoir ce lien avec le député qui, lui, siège à l'Assemblée nationale. Il y a déjà un travail qui est fait dans notre équipe au niveau de l'implication de beaucoup de monde dans la communauté française, de moi-même aussi, je suis très impliquée à différents niveaux, donc c'est aussi une forme de légitimité aussi et d'implication, et je le fais avec grand plaisir, ce relais. Si on est élu, je le fais avec d'autant plus de plaisir. Et donc c'est très important que ce rôle du suppléant soit effectivement soit défendu et soit représenté officiellement. À partir de là, on va peut-être parler du programme aussi, donc il y a tout un volet effectivement de programme qui est lié davantage à la politique économique française. C'est vrai qu'en élisant un député, le député va représenter les valeurs d'un parti, la ligne politique, et puis il y a également l'action de terrain. Donc moi je vais peut-être davantage m'attarder sur le programme, sur le volet de terrain, sur la circonscription. Donc, étant donné que je suis depuis 16 ans à Montréal et que je suis impliquée dans la communauté française, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on va mettre davantage en place d'abord ici au Canada, mais je pense que ce seront des projets pilotes qui vont ensuite voir le jour sur toute la circonscription. Et là, on parle de plusieurs projets, dont Espace France. Je ne sais pas si vous avez vu notre newsletter, eu des informations à ce sujet-là. Pour ceux qui nous ont déjà entendus la première fois, il s'agit de regrouper vraiment la communauté française dans cet espace qui s'appellerait Espace France. On a énormément ici d'associations qui aident à l'intégration des arrivants, qui permettent aussi de réseauter, de se retrouver entre Français, de s'entraider. Et toutes ces associations sont très actives et parfois auraient besoin de se coordonner davantage. On travaille déjà depuis pas mal d'années à faire des événements ensemble, à voir comment on peut faire en sorte que nos membres se rencontrent. Et ça serait idéal d'avoir cet espace France qui regrouperait d'une part ces associations et puis aussi qui pourrait regrouper tous les services auxquels les Français souhaitent avoir accès. Donc on a été témoins dans les associations, on reçoit des appels, les Français nous appellent pour divers sujets, on peut répondre à une partie, on discutait tout à l'heure avec le président de l'association France-Canada. On peut les renvoyer sur d'autres organismes, associations, et puis parfois on ne peut pas leur répondre. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas forcément où trouver cette information relativement à l'immigration directement, à des papiers, à des solutions plus techniques auxquelles on ne peut pas répondre. Donc cet espace France pourrait permettre d'accueillir et de vraiment répondre à tous les besoins et toutes les questions des Français qui sont ici. Alors on a la question aussi de l'enseignement. Donc, beaucoup de Français souhaitent mettre leurs enfants dans des collèges français. C'est assez difficile, les places sont limitées, c'est très cher. On sait, il y a eu tout un débat autour de l'APEC, des bourses, des élections précédentes. Et ce qu'on souhaite trouver, c'est une alternative parce qu'on sait très bien que le budget qui est alloué aux bourses et qui permet aux Français d'avoir une aide financière pour pouvoir mettre leurs enfants dans les écoles françaises, les chances s'amenuisent avec le temps d'avoir des budgets supplémentaires. Donc trouver des alternatives, on essaye d'être créatif aussi. Il existe déjà des solutions dans des pays où il n'y a pas d'école française. Et dans notre programme, on souhaiterait mettre en place des classes de type CNED. Donc le CNED qui offre des cours par correspondance, qui est donc un organisme qui existe déjà. Et donc ces classes permettraient à moindre coût de regrouper une quantité d'élèves qui auraient un enseignement à distance mais encadré. Donc ça permettrait d'avoir cette offre à moindre coût. Dans certains pays ça existe, ça fonctionne très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et qu'on ne puisse pas avoir cette offre ici pour les enfants un autre sujet qui est important aussi, c'est l'aide aux personnes âgées. Donc là, en plus, notre programme s'enrichit au fur et à mesure
voyage dans la circonscription, puisqu'on discute aussi de ces rencontres. Aux États-Unis ou ici. Donc il s'avère aussi, on a eu des remarques aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes âgées, de Français qui sont ici, qui sont seuls, qui par fierté ne veulent pas forcément faire part de leur situation un petit peu de difficulté, ils sont souvent démunis. Et on souhaite mettre en place des systèmes afin de les soutenir, de les aider, avec d'une part une aide aussi intergénérationnelle avec des jeunes, des étudiants qui pourraient être en contact avec eux, les mettre en confiance, leur permettre d'avoir des discussions, savoir permettre aux associations, aux organismes qui encadrent un petit peu ça, de savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que souvent on n'est pas au courant, parfois des personnes décèdent, personne ne le sait, ils n'ont pas de famille ici. Donc encadrer davantage ces situations un petit peu difficiles. Et puis également pour les familles qui vivent ici depuis longtemps et qui ont un parent ou deux, mais souvent c'est le cas d'un parent qui est seul en France et qui ne peut plus vivre seul. Donc là, beaucoup de familles doivent repartir en France, souvent contre leur gré parce qu'ils sont implantés ici. Parfois ils ont eu des enfants ici qui vont à l'école, qui sont intégrés. Donc c'est assez difficile. Et c'est difficile de faire venir leurs parents parce qu'il faut pas toujours s'en occuper quand on travaille, c'est difficile, donc il faut les placer dans des maisons de retraite. Et les personnes âgées qui arrivent dans des maisons de retraite québécoises, souvent ont la difficulté à s'adapter à cette nouvelle culture qu'elles ne connaissent pas. On peut difficilement demander à quelqu'un de 70-75 ans de s'adapter aussi facilement que quelqu'un de plus jeune. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est avoir des ententes avec les maisons de retraite pour réserver des places, un nombre de places pour des Français, afin que des Français puissent se retrouver ensemble et que cette immersion dans ce nouveau pays soit facilitée par la proximité de personnes qui partagent cette même culture. Tout en n'ayant pas une approche communautariste. Tout à fait. Donc c'est vraiment permettre de s'intégrer, faciliter l'intégration. Donc ça fait partie de notre programme phare. Tout ça pourrait être centralisé par cet espace France, effectivement, qui pourrait donner toute cette information aux Français, de même que si on cherche un restaurant avec tenu par un propriétaire français, comme c'est le cas ici, on peut avoir une liste d'entreprises françaises, si on veut faire affaire avec des Français. Donc toujours pareil, c'est pas du communautarisme de base, c'est juste s'entraider, se soutenir comme le font les autres communautés. Il y a parmi nous ce soir aussi des représentants de communautés juives. On a des gens qui sont d'origines diverses avec des communautés très fortes. On parle de la communauté italienne ou la communauté portugaise, voilà. Donc ces gens-là aussi sont très soudés au sein de leur communauté. Et pourquoi les Français ne font pas la même chose? Voilà. Si je comprends bien au niveau des personnes âgées, en fait c'est une forme d'intégration mais sans déracinement. Exactement. Tout à fait. Donc, ça leur permet de pouvoir s'adapter à ce nouveau cadre de vie, cette nouvelle vie plus facilement. Moi j'avais une question concernant le financement de l'Espace France, parce que on a entendu à la précédente élection toutes sortes de choses farfelues, dont un impôt qui serait sur les Français de l'étranger, le montant a même été donné, $150 par an et par Français à l'étranger, pour avoir des services comme cela. Comment est-ce qu'on envisage de financer l'Espace France? Est-ce que ce serait sur la base d'utilisateurs-payeurs? Est-ce que ce seraient les associations qui, en utilisant l'espace, donneraient une partie de leur contribution? Comment est-ce qu'on envisage le financement? Alors effectivement, il y a une partie de la contribution des adhésions des associations qui peut participer. On ne pense pas que ce soit suffisant, mais effectivement, quand on a une structure aussi forte et aussi rassemblée, on peut aller chercher des financements privés plus facilement. Alors on a ici au Canada et puis aux États-Unis aussi des très grosses entreprises, des plus petites, et je pense que dans ce contexte-là, il est plus facile de dire j'aide un espace France que aider des petites associations ponctuellement, parce que là en fait ces fonds vont directement
directement à la communauté française au qu'il y a, complet. comme vous le savez, au Canada, des organismes à caractère mutualistes, qui sont très, très impliqués, très puissants, y compris dans les relations avec la communauté française. Exactement. Voilà, tout à fait. Ça pourrait être effectivement Donc notre objectif, c'est que tous les membres de cet espace France, donc les associations, chaque dirigeant d'association fasse partie du conseil d'administration. Comme ça, sur une base équitable, tout le monde est représenté équitablement. Sans égard au poids de l'association, en termes de nombre de membres? Non, ça doit être une représentation équitable. D'accord. Alors, il y a un point sur lequel Séverine a évoqué, c'est la question des frais de scolarité. Et je me suis replongé dans un document qui est toujours intéressant à regarder, qui est la profession de foi de la candidate qui a été élue l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice, c'est assez intéressant. Et alors, bon, elle dit deux choses sur la page du dos de son document. Elle dit deux choses, à savoir, comme François Hollande, je suis contre l'imposition spécifique des Français de l'étranger. C'était son programme de l'année dernière. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans les quelques semaines qui ont suivi le changement de majorité. Et à savoir, deuxièmement, avec François Hollande, je faciliterai l'accès aux bourses scolaires dans toutes les classes pour un plus grand nombre de familles. Alors, vous vous souvenez là aussi de ce qui s'est passé. Ils remettent en cause, dès le mois de juillet, dans le collectif budgétaire, ils remettent en cause le mécanisme de la PEC. Il est prévu que le montant qui avait été budgété serait mis de côté pour financer les bourses scolaires. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Alors la PEC, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le budget qui permettait de rendre gratuit la prise en charge. Voilà, nous voulons exercer la prise en charge. PEC pour prise en charge. Voilà, la prise en charge des frais de scolarité qui devait être pour la totalité de la scolarité. Donc ça, c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy. Donc il avait commencé année après année, terminale d'abord, gratuité de la terminale. Première, seconde. Voilà, première, seconde. Et après, les budgets ont été coupés, donc la gratuité s'est limitée à ces trois classes-là. Or, c'était totalement... c'était pas équitable du tout de conserver ce système-là. Et c'était plus équitable d'utiliser ce budget de ces 3 années et de le mettre sur le budget des bourses qui, là, est réparti en fonction des revenus des parents. Exactement. Et alors, donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté le mécanisme uniforme de la prise en charge, APT, pour, en théorie, donc aller, comme elle le disait, dans des fonds augmentés pour les bourses. Seul problème, c'est qu'au mois de juillet, ce qui était prévu, ce montant a disparu. Alors, non seulement les parents qui avaient inscrit leurs enfants pensant qu'ils allaient avoir l'année scolaire gratuite, terminale, première, seconde, se sont vus en l'espace d'un mois devoir payer pour certains tout d'un coup, pour 1, 2 ou 3 enfants, un montant en général qui avoisine pour les plus jeunes au primaire. C'était pas le cas pour le primaire parce qu'il n'y avait pas la gratuité, mais quand on a 3 enfants, ça va de 7 000, de 5 000 à 7 000 $ par an dans les collèges français à Montréal. Et alors, il y a une piste qui est... quand même signaler quelque chose, quand on parle de gratuité de scolarité, ça ne concerne que la scolarité. Et ici, ce sont des institutions privées, qui sont les lycées français. Oui, c'est ça. Donc, quand vous êtes boursier à 100%, vous payez quand même la moitié de la note. Je le sais. Non, boursier à 100%, écoutez, j'en ai eu 4 qui sont passés là-dedans. Actuellement, j'ai fait toutes mes études. Oui, mais actuellement, 12 ans. Les bourses qui prennent en charge la totalité, c'est pris à 100%. Ah, y compris le... Y compris, par exemple, le transport scolaire, parce que vous pouvez demander, par exemple... Les frais qui appartiennent à la fondation ou aux maristes ou aux autres. Non, la fondation, ça c'est autre chose. Il y a des contributions à la fondation qui sont hors frais de scolarité. Ils ne sont pas considérés. Les bâtiments, voilà, mais par exemple, il peut y avoir des demandes pour les transports scolaires. Si l'enfant prend le métro, les frais de transport peuvent être inclus dans la prise en charge. Les bourses ne concernent que l'enseignement, pas les frais annexes. Oui, ça c'est exact. C'est quand même la moitié des autres frais. Que ce soit des ici ou ailleurs, soit en Belgique, tous les lycées français. Il n'y aura jamais de gratuité ni d'égalité. Ça ne couvre pas la totalité des frais. Les frais de vie, ce qu'on appelle les frais de vie scolaires. Tout à fait. Et alors, donc ce qui s'est passé, c'est que donc, ces sommes qui avaient été normalement
donc isolés, enfin identifiés dans le budget au mois de juillet, donc pour transférer ces montants de la prise en charge des frais de scolarité vers des bourses. Donc cette somme a disparu. Alors depuis, on s'interroge. Et il y a une piste possible, et je vous la livre, c'est le fait que Jérôme Cahuzac soit parti avec. Parce que pour l'instant, Bercy n'arrive pas, malheureusement c'est quand même la réalité, n'arrive pas, et n'arrivait pas à répondre à la députée jusqu'à la fin de son mandat, les côtés, n'arrivait pas à retrouver ces montants. Donc ces montants ont pour l'instant été simplement rayés du budget. Il y a eu une réunion en webinaire à laquelle j'ai assisté, donc on posait des questions en direct et on n'a jamais répondu à cette question. À d'autres, oui, mais celle-ci, on n'a pas. Est-ce que c'est une boutade ou est-ce que c'est une piste raisonnablement envisageable? Non, c'est une boutade, mais simplement, dans le cas présent, on sait très bien comment Bercy a fait ses arbitrages au mois de juillet, et donc la députée qui normalement devait suivre ça de très près, ça dépend aussi de sa crédibilité, de son poids politique dans la gestion d'un dossier comme celui-là. Elle n'était pas à la commission des finances. Moi j'ai été pendant 10 ans membre de la commission des finances. Pendant les 5 années de mon deuxième mandat, j'en étais vice-président. Bon, elle n'était pas à la commission des finances, donc elle n'avait pas, je dirais, ne serait-ce que le levier le plus immédiat pour pouvoir faire valoir ce point de vue-là au moment des arbitrages. Et donc ces montants ont été simplement transférés par Bercy sur une autre ligne budgétaire. Et puis, si vous voulez, ce que l'on doit comprendre, c'est la capacité d'un député, justement, à peser sur des décisions, surtout quand il ou elle est dans la majorité politique. D'où l'importance d'avoir une expérience solide déjà. Et si on n'est pas dans la majorité politique, et dans ce cas-là, et qu'on est dans l'opposition, on doit être une voix encore plus forte et capable justement de faire valoir sur des sujets techniques les aspects de la fiscalité propres aux non-résidents dans les cas que vous connaissez, les cas des revenus immobiliers qui peuvent être perçus par des non-résidents dans les propriétés ou les biens dont ils disposent en France. La question évidemment de la CSG, etc. Moi je suis partisan de 2 lignes inconditionnelles sur le plan fiscal. Et j'ai toujours défendu ce point de vue-là, c'est la non-rétroactivité fiscale. Je trouve que notre pays souffre de façon permanente de cette remise en question d'avantages ou de dispositions fiscales, et que c'est d'ailleurs un de nos handicaps majeurs. Nous aurons, lors d'une prochaine réunion au consulat de France à New York, pendant cette campagne, le 15 mai, nous aurons la venue de Clara Guémard qui viendra participer à cette campagne sur le thème de la compétitivité et de l'attractivité de la France. Clara Guémard exerce aujourd'hui des responsabilités importantes dans une grande entreprise américaine implantée en France, mais elle a été présidente de l'Agence française des investissements internationaux. Et pendant cette période-là, moi j'avais eu l'occasion de l'accompagner dans des déplacements outre-Atlantique. Elle avait comme préoccupation première d'expliquer aux investisseurs nord-américains qu'on allait arriver à une forme de stabilité fiscale en France. Ben, je peux vous dire que depuis l'année dernière, vous imaginez bien à nouveau le travail qu'il y a à faire pour convaincre que notre pays est un pays qui ne revient pas sur des dispositions fiscales qui ont été prises précédemment. Et le deuxième aspect, c'est la non-double imposition d'un même revenu. Alors, vous savez que nous avons des mécanismes qui est que la CSG n'est pas déductible en totalité, c'est-à-dire qu'on paye de l'impôt sur une somme qui a déjà subi un prélèvement, et que c'est encore plus vrai quand vous êtes dans la situation d'être assujetti aux impôts canadiens ou américains, puisque à ce moment-là, vous n'avez même pas fait le phénomène de crédit d'impôt qui s'applique. Voilà. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels il faut continuer inlassablement à se préoccuper. Alors il y a des conventions fiscales, vous savez, entre le Canada et la France, et entre les États-Unis et la France. Donc c'est dans le cadre de ces négociations et de ces discussions entre les deux administrations qu'il faut que le député, si il représente, je dirais, ces Français d'Amérique du Nord, soit particulièrement à même de parler aux interlocuteurs des deux administrations. Le fait d'être tenu d'avoir une maîtrise en fiscalité internationale pour pouvoir se prévaloir de ce type
de convention, c'est pas tout à fait normal. Donc peut-être que l'Espace France pourrait aussi conseiller les Français pour leur donner un certain nombre d'indications. Parce que il faut, je ne sais pas si vous l'avez lu, hein, la convention Canada-France, la convention fiscale. Moi je suis un petit peu dans la finance. Hein. J'ai rien compris. C'est effrayant, on ne comprend rien, donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'applique, comment et quoi. Donc vraiment il faudrait aussi simplifier, au moins l'accès à ça, que ce soit complexe pour des raisons politiques, je le comprends, mais on simplifier l'accès au moins. Alors dans les idées que suggère Séverine, il y a le fait d'avoir effectivement des consultations à caractère juridique et fiscal qui soient facilitées dans le cadre de cet espace France pour des nouveaux arrivants ou pour ceux qui effectivement ont du mal à s'y retrouver sur le plan, par exemple, de l'application de la convention fiscale franco-canadienne. Il y a un autre sujet sur lequel vous imaginez bien qu'on est... Sur ce point-là, nous n'avons un conseiller fiscal, la fiscale qu'à New York. Sur Montréal, on peut strictement avoir aucun renseignement particulier. Vous voulez dire à l'ambassade? Ah non, parce qu'on est là. Mais c'est ça. Oui, enfin, donc, c'est là, oui, enfin, dans les services de l'ambassade. donc effectivement, si on peut avoir un lieu où on trouve des ressources nécessaires. Et vous répondre avec la population d'ailleurs. Et donc, effectivement, si en plus au Canada, dans l'administration française, diplomatique française, il n'y a pas de spécialistes des questions fiscales, ça démontre une utilité encore plus grande que ça soit pris en compte dans le cas d'un espace France qui pourrait s'appuyer sur des compétences privées à ce moment-là. Ah oui, il faut aller voir des avocats. Évidemment. Voilà, on sait ce qui se passe aussi avec les avocats spécialisés en immigration. Il y a beaucoup de difficultés à trouver des avocats valables. Non, mais madame, et donc, ça serait aussi. Un partenaire entre sa banque et Atlantis, c'est autre chose. Les avocats spécialisés en immigration, ce pas du tout des professionnels de la fiscalité. Non, c'est autre chose. Exclusivement des gens d'affaires. À Montréal, la seule aide que nous puissions avoir, c'est celle que nous octroyons si nous avons les moyens de la payer. C'est avec des spécialistes internationaux. Jusqu'à date, il n'y en avait pas à Montréal, il en arrive, pour la boîte pour laquelle je travaille, je ne vais pas représenter ici. Mais c'est des partenariats parce qu'ils amènent une banque française qui s'appelle le Crédit, la Banque Transatlantique, filiale créée depuis 1800 en France. Et donc c'est là qu'ils ont les meilleurs spécialistes, les plus habitués, parce qu'au départ, leur clientèle, c'est les chefs d'entreprise. Ils sont à même de pouvoir aider des malheureux chefs d'entreprise qui ont tellement de paiements hors leur salaire, mais avec des obligations, etc., que la fiscalité à l'international, pour eux, est d'une complexité redoutable. Alors là, ce sont les personnes. Pour nous, citoyens moyens, car on n'a même pas des fortunes non plus comparables à ces gens-là, on n'a pas de ressources. Et ça fait longtemps qu'on en parle. Je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas comment vous feriez pour amener ces ressources parce que... et puis là, je voulais revenir sur votre question. Vous parlez de nos besoins, merci. Vous bâtissez votre programme sur nos besoins, merci. Maintenant, quelles sont vos forces pour vous assurer que vous aurez moyen de faire vivre ce programme parce que les concurrents ou les forces opposées pour vous ont un peu les mêmes programmes. Ils connaissent le discours à tenir à un citoyen qui a des besoins. Mais au-delà de ce besoin, dans quoi vous l'inscrivez pour avoir plus de moyens d'arriver à quelque chose? C'est ça ma préoccupation. Déjà, je dirais qu'à notre niveau ici, ce sont des choses qui sont déjà en partie mises en place, c'est-à-dire qu'il y a déjà un travail depuis pas mal d'années pour rassembler la communauté française. Donc il y a déjà quelque chose qui est effectif. On y a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Emmanuel Marcinassi, qui était un élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc moi j'étais colistière, il a été élu en 2003. Et puis durant son mandat qui a duré 6 ans, ça a été un petit peu le leitmotiv, c'était vraiment déjà rassembler cette communauté. Et tout ce qu'on a fait, c'est vrai que je le dois en partie à Emmanuel parce que ça fait partie de ses idées à la base. Et moi je suis un prolongement de cette dynamique-là qui était essentielle. Et on n'a pas eu trop de 10 ans pour faire un travail qui commence aujourd'hui à porter ses fruits. Donc c'est sûr que c'est long, mais c'est déjà quelque chose qui est en cours. Donc... C'est important, ça se fait. Je dis dans la loi de culture, je pense que oui. Mais c'est simplement de se dire, il faut le faire connaître ça. Parce que ce travail que vous faites qu'on ne voit pas, c'est quand même dommage. Oui. Je suis pas en manque de le dire, mais je pense aux autres, là, parce qu'on espère qu'il y aura d'autres personnes que dans cette salle qui vont savoir ça, ça existe. Comment vous diffusez? Comment vous faites connaître? Comment vous allez essayer de nous rassembler, nous, Français, parce que pour qu'on vote pour la même personne. Donc c'est ça aussi qui peut nous. Alors, tout à fait. Alors, donc, parmi donc, les sujets qui sont les sujets que vous évoquez, il y a le lien permanent entre le député
dans cette nouvelle situation, puisque ça n'existait pas jusqu'à l'année dernière. Donc c'est un rôle qui reste à inventer dans la durée. Je n'ai pas d'avis à formuler sur ce qu'a tenté de faire la députée élue depuis l'année dernière, parce que je crois qu'elle a commencé à prendre des initiatives, et que, en tout cas, en ce qui me concerne, et avec Séverine, nous avons clairement l'intention, si vous voulez, d'établir une relation continue entre la circonscription donc, des Français d'Amérique du Nord et le pôle parlementaire qui sera constitué du député et de sa suppléante. Et pour moi, ce n'est pas d'ailleurs quelque chose de nouveau, puisque j'ai toujours eu l'habitude, pendant les 10 années où j'ai été élu à l'Assemblée nationale, de rendre compte annuellement, de diffuser un document, d'avoir un site internet qui a été ouvert pendant 10 ans, dans lequel je rendais compte de l'ensemble de mes activités, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'en circonscription. Donc il y a à la fois le rôle de représentation, participer à des événements qui sont des événements importants pour, je dirais, l'ensemble des habitants de la circonscription, qu'il s'agisse de cérémonies officielles, qu'il s'agisse d'événements heureux, le 14 juillet, etc., où où le député peut être présent aux côtés des Français des communautés des États-Unis et du Canada. Alors, la difficulté, c'est qu'évidemment, le 14 juillet, si c'est sur une seule journée, c'est compliqué d'être à Washington, Ottawa, New York et Montréal. Donc il y a un petit problème que nous essayons, pour notre part, de résoudre en étant complémentaires. Et c'est un des points de différenciation avec certains autres candidats, sur cette capacité-là. La deuxième capacité, c'est la crédibilité dans l'action. Crédibilité dans l'action, ça suppose que le député soit une personnalité qui soit en situation de se faire respecter, de se faire entendre dans l'enceinte de l'hémicycle. Si vous arrivez nouvel élu sans avoir eu aucune expérience antérieure, bon, vous mettez un petit peu de temps à vous faire entendre. On a vu ce qu'il en a été de la première expérience de la députée élue l'année dernière. Bon, finalement, elle s'est exprimée tout à la fin dans un débat qui n'avait pas grand-chose à voir avec, essentiellement, je dirais, un problème de société en France, bon, qui était la loi sur le mariage pour tous. Bon, parce qu'ici, c'est légalisé. Oui, c'est ça. Ah bon. Donc, en tout cas, c'était pas sur ce sujet-là qu'elle avait pris des engagements de se faire entendre, de se faire respecter, etc. Et donc, je crois que, vous voyez, parce que quand elle dit dans sa profession de foi, elle dit élu, virgule, je participerai pleinement au débat national pour construire une France juste et responsable en apportant l'audace et la créativité nord-américaine. Bon, je ne suis pas certain que ce soit exactement ce message-là qui a été entendu dans l'hémicycle. Moi, j'ai participé à un débat avec elle à la Chambre de commerce franco-américaine à Paris au mois d'octobre ou novembre, où j'étais invité en tant qu'ancien président du groupe d'amitié France-États-Unis et en tant qu'ancien vice-président de la commission des finances. Bon, et nous avons échangé, mais je n'ai pas eu le sentiment, si vous voulez, qu'elle avait une capacité à porter un message, surtout dans une majorité politique qui était assez à contre-courant de ce qu'elle voulait, en théorie, présenter comme projet économique ou comme, je dirais, acte de représentation de la communauté française nord-américaine. Donc je crois que c'est ça qui est important, c'est la crédibilité dans l'action, dans la continuité, c'est de rendre compte avec une plateforme Internet, parlementaire, ouverte en permanence et permettant, je dirais, des interventions ou des réactions, dans les deux sens. Ça, c'est heureusement le grand acquis des médias nouveaux, de la facilité qui est aujourd'hui offerte. On a un réseau aussi, c'est un réseau qu'on construit d'ailleurs au fil de nos déplacements dans les circonscriptions. Par exemple, on a ça rencontré, aussi c'est important de le souligner, absolument. Quand on est allé à Columbia, à New York, on a rencontré donc, des enseignants, des étudiants. À chaque fois on discute, on échange, ils nous disent voilà telle problématique qu'on rencontre, et nous on propose à chaque fois d'être un relais. Donc est-ce que vous souhaitez être un relais après pour les problématiques que peuvent rencontrer les étudiants français qui souhaitent venir faire des études aux États-Unis, à New York. Donc, c'est important pour nous de mettre en place d'ores et déjà ces relais, parce que si on est élu, on pourra tout de suite les activer et avoir un véritable... Mais vous voyez aussi dans la continuité, dans l'action, parce que c'est ça la crédibilité d'un homme politique ou d'une femme politique. Columbia, nous sommes allés avec Séverine, la directrice du cycle qui est à Columbia, c'est une femme tout à fait remarquable, c'est le cycle qui est commun à Sciences Po France et à Columbia.
C'est un diplôme, c'est un dual diplôme. Eh bien, cette femme, je l'avais rencontrée il y a 2 ans, quand j'accompagnais Valérie Pécresse, alors ministre des Universités et de la Recherche, en tant que président du groupe d'amitié France-États-Unis. Nous avions été à Columbia, à NYU, au MIT et à Harvard. Donc ça fait partie aussi de ce qu'il faut pouvoir, je dirais, revendiquer dans la vie politique, c'est le fait qu'on mène une action continue. Quand certains disent « Pourquoi est-ce que vous êtes candidat? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes porté candidat ?» Parce qu'effectivement, depuis mon arrivée à l'Assemblée nationale en 2002, j'ai été pendant 5 années vice-président du groupe d'amitié France-États-Unis de 2002 à 2007, et j'en suis devenu président de 2007 à 2012. Donc je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a été impliqué pendant la durée complète de ses mandats sur les questions de relations transatlantiques, je crois pouvoir dire que je suis celui-là. Et ce qui n'était pas le cas d'autres hommes politiques. Celui qui m'a succédé comme président du groupe d'amitié France-États-Unis, de l'Assemblée nationale, qui est venu récemment soutenir un autre candidat, celui-ci n'était même pas membre du groupe d'amitié pendant les 5 années précédentes. Or, c'est une inscription qui se fait simplement, on s'inscrit au début de la législature. Il n'en était même pas membre. Donc voilà, moi je crois beaucoup que nos handicaps, d'ailleurs, en France, sont souvent le fait que nous ne sommes pas, on ne s'inscrit pas suffisamment dans la durée. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut essayer de faire, c'est-à-dire d'avoir une action continue. Séverine a expliqué à quel point ça a démarré avec Emmanuel Marcy-Assis, ils ont commencé à poser des jalons, et puis au fur et à mesure que le temps passe, les choses peuvent se mettre en place, des financements peuvent s'obtenir, des décisions des autorités, des autorités des autres pays, des pays d'accueil, ces décisions peuvent intervenir. Je prendrai un exemple aussi par rapport, je sortirai du cas canadien pour prendre le cas des États-Unis. Eh bien, dans le programme d'aide à des écoles publiques qui ont lieu à New York, qui sont des écoles publiques bilingues, eh bien là, c'est l'État de New York qui est puissance partenaire du programme. Et c'est donc auprès de l'État de New York qu'il faut effectivement obtenir des appuis. D'où la nécessité d'avoir, je dirais, des représentants ou un représentant, enfin des représentants avec les députés titulaires et suppléants, qui soient des personnalités capables d'accéder facilement aux autorités américaines ou canadiennes. C'est ça qui est aussi important. Je prends l'exemple de la semaine dernière où j'assistais à Dallas, où j'étais invité à assister à Dallas à cette cérémonie absolument incroyable, donc de l'inauguration de la bibliothèque présidentielle de George Bush, et où j'étais la seule personnalité française présente, alors qu'il y avait donc 5 présidents des États-Unis. Barack Obama, George Bush père et fils, Jimmy Carter et Bill Clinton. Donc les 5 présidents ou anciens présidents des États-Unis vivants étaient tous réunis dans ce moment important pour la vie politique américaine et pour ce que ça représente pour les États-Unis, d'unité nationale. Et il se trouvait que j'avais été invité par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Paris, Craig Stapleton, que nous avons rencontré avec Séverine à New York il y a 2 semaines et qui m'avait dit « je serais très heureux si vous pouviez venir ». Et donc c'est là aussi il faut faire preuve de continuité dans l'action et dans le travail qui est celui de vous défendre, de vous représenter. Avec des accès facilités comme ça qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Et de faire connaître, absolument. Tout à fait. Savoir et le faire savoir. Principe du marketing. Bon. Alors, s'il y a d'autres questions. Oui. Tu te retiens? Non. Non, mais vas-y, t'as plus une question près. C'est la tour des questions. Non, mais il nous reste à conclure, et la conclusion, c'est évidemment, pour être élu, il faut qu'on vote pour nous. Donc, il faut qu'il y ait déjà des gens qui votent. Que ceux qui votent choisissent de voter pour nous, d'envoyer un message à la fois de représentativité, de crédibilité, de proximité. C'est ce que nous représentons dans notre campagne, dans cette démarche de candidature qui nous anime avec Séverine, que nous allons continuer à porter jusqu'au 25 mai. Mais n'oubliez pas effectivement que le vote Internet commence dès le 15 mai, qu'il faut sensibiliser tous ceux autour de vous, toutes celles et tous ceux qui ne sont pas décidés ou se disent, qui ne sont pas au courant, ou qui se disent finalement ce qui se passe en France, finalement ça ne nous regarde plus tellement parce qu'on vit ici au Canada et qu'on se sent moins concerné.
dites-leur qu'il y a l'occasion d'envoyer un message politique, un message aussi, je dirais, un choix de représentativité parmi les candidats qui sont proposés, et nous espérons que ce choix-là, c'est celui qui sera fait pour faire en sorte que nous soyons porteurs de vos convictions, et que nous puissions faire gagner donc les idées que nous partageons, nous puissions les faire gagner à l'Assemblée nationale avec un siège qui revienne à ceux qui portent ces idées, et puis en même temps d'être en mesure d'assurer ce lien entre les deux côtés de l'Atlantique, qui est l'engagement que nous prenons à travers notre campagne et tout ce qui anime Séverine et moi dans cette volonté de vous représenter pleinement auprès des députés de l'Assemblée nationale. Et ils sont animés. Et pour finir, petite note sympathique, venez voter sur place au bureau pour ceux qui peuvent, parce que c'est très sympa. Donc, vous croisez toujours des gens que vous connaissez. Les gens sur les bureaux de vote, enfin, quand on a tenu des bureaux de vote, on s'est bien amusé, donc c'était très sympathique. Donc c'est toujours un moment agréable. Pas le prendre comme une corvée et dire ça, dites ça à votre entourage, c'est pas une corvée, c'est aussi un moment de plaisir de partager ce vote démocratique voilà, avec la communauté française ici. Donc, je rappelle que vous pouvez suivre notre campagne au fur et à mesure sur le site internet louis-pour-usacanada.com, sur Facebook, tous avec Louis. Là, on va se déplacer aussi au Canada, donc absolument, on part demain pour Ottawa, Toronto, et la semaine prochaine, Vancouver, Calgary. Voilà. Toronto. Donc une campagne qui va couvrir d'ici, même avant le 25 mai, qui couvrira l'ensemble de la circonscription. On ne peut pas dire qu'on a effectivement ménagé notre problème depuis le début de cette campagne. Et d'ailleurs avec beaucoup d'échanges qui sont extrêmement enrichissants, parce que c'est vrai que nos compatriotes se posent un certain nombre de questions, se posent les mêmes questions que celles